Donc, je vais demander à Patrick Moreau de nous parler du retour à la chirurgie ouverte pour les anévrismes de l'aorte abdominale surrénale avant 80 ans, point d'interrogation. Cette communication étant basée sur les résultats des dernières études qui remettent en question, pour certains patients peut-être, le bénéfice du traitement par endoprothèse aortique des anévrismes de l'aorte abdominale surrénale. Messieurs les membres de l'Académie, messieurs les modérateurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs, évidemment, ça fait plaisir. Je voudrais vous entretenir éventuellement du retour à la chirurgie ouverte pour les anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale chez les patients n'ayant pas atteint 80 ans. Alors, le bouton. OK. En 1952, Charles Dubos réalise en France la première cure d'anévrisme aortique par homogreffe. C'est le début des 50 glorieuses pour la chirurgie. Les prothèses endacron démocratisent cette chirurgie. Les résultats s'avèrent stables sur le long terme et le challenge ultérieur concernera les anévrismes rompus. En 1991, l'Argentin parodie, puis secondairement le Russe Volodos, par un saut conceptuel audacieux, imagine de traiter les anévrismes par voie endovasculaire, par abord fémoral bilatéral. En Europe, la curiosité des médecins est vive, et du côté de l'industrie, vous vous en doutez, c'est l'effervescence, toutes sortes de prothèses voient le jour, et les premières séries randomisées arrivent. L'enthousiasme est donc général. En 2001, sur la base de l'absence ou du manque de données cliniques et paracliniques, l'AFSAPS, qui deviendra ensuite l'HAS, va mettre un petit peu le haut là. En effet, on demande que le suivi à moyen ou à long terme de ces malades à risque soit effectué pour pouvoir l'étendre raisonnablement au sujet à risque chirurgical normal. On note notamment une contre-indication chez les malades dont l'espérance de vie est considérée comme inférieure à 1 an, ou dont les fonctions intellectuelles sont détériorées de façon irréversible, ou encore dont le suivi clinique s'avère impossible ou difficile. Ce chapitre semble malheureusement de temps en temps oublié. Et on demande également l'exigence du respect des instructions d'utilisation de prothèses. Et enfin, la nécessité d'informer les patients avant l'implantation des bénéfices et des risques attendus, et surtout du suivi post-opératoire indispensable. D'où l'encadrement qui commence en 2001. Donc, en 2001, sont éligibles au traitement endovasculaire des patients à risque chirurgical élevé, ayant un des facteurs suivants, que tout le monde connaît, un âge donc inférieur ou égal à 80 ans, des causes cardiaques telles qu'une coronaropathie non corrigible, une cardiopathie comme un rétrécissement aortique serré non opérable, une fraction d'éjection inférieure à 40%, une insuffisance respiratoire ou rénale chronique sévère, ou enfin ce qu'il est convenu d'appeler un abdomen hostile. Entre 2006 et 2009, l'HS va réévaluer sa position, car il existe une meilleure définition du rapport bénéfice-risque. On constate en effet une amélioration indiscutable des matériels avec une réduction significative du nombre d'incidents rapportés en matériaux-vigilance. Et en 2009, on s'aperçoit que les complications survenant au décours de l'utilisation des endoprothèses aortiques s'avèrent le plus souvent inhérentes aux caractéristiques anatomiques du patient et à l'évolution naturelle de l'anévrisme aortique surrénal traité, à savoir les endophytes de type 1 chez des patients qui présentent un anévrisme avec un collet court, et à la méthode, car n'oublions pas que le péché originel finalement du traitement endovasculaire, c'est le fait qu'on ne couvre ni les artères lombaires ni l'artère mésentérique inférieure. Source donc d'endophytes dites de type 2. Ce schéma emprunté à Beckman pour vous montrer à quel point un anévrisme qui a dépassé les 50 mm de diamètre est susceptible de se rompre dans les 48 mois à venir, dans les 4 ans à venir. Donc, à partir de 2009, sont éligibles, je pense que j'ai fait peut-être une erreur, je vais revenir à l'arrière, voilà. À partir de 2009, sont éligibles donc au traitement endovasculaire tout anévrisme aortique sous-rénal dont la taille
est supérieur à 50 mm contre 55 aux États-Unis. Dans la discussion, on pourra parler pourquoi. Il y a à présent le choix possible entre la chirurgie ouverte ou la chirurgie endovasculaire. Tout anévrisme dont le calibre augmente de plus de 10 mm en un an est éligible à la chirurgie, quelle que soit la taille de l'anévrisme, si le patient devient symptomatique ou si l'anévrisme se complique. De la même façon, tout anévrisme inférieur à 50 mm peut être opéré s'il est saxiforme évolutif. Et enfin, il est tenu compte du rapport entre le diamètre de l'aorte native et l'anévrisme, notamment chez la femme, car on s'est aperçu que dès 45 mm, il y avait des cas de rupture. Donc ce schéma emprunté Beckman, je vous le disais tout à l'heure, pour vous dire que dès qu'un anévrisme a dépassé les 55 mm, dans les 4 ans qui viennent, il a les plus fortes chances de se rompre. Alors, on demande comme cahier des charges des critères anatomiques qui sont bien compréhensibles, de collets, d'angulation, que je ne vais pas détailler. Bien sûr, la surveillance du patient en périopératoire, l'exigence du suivi à long terme, les recommandations, des exigences techniques, notamment concernant l'artère hypogastrique. Il est bien précisé que chez un patient à risque chirurgical normal, il ne faut pas couvrir l'artère hypogastrique. Et malheureusement, eh bien, on constate qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier. Donc bien sûr l'information, l'environnement opératoire, je passe là-dessus. Donc les résultats à distance des endoprothèses. Alors évaluer, c'est d'abord comparer avec l'existant, qui est la chirurgie ouverte, et on dispose actuellement de 5 études randomisées avec un suivi de 2 à 10 ans, qui totalisent plus de 3000 malades. Donc il y a l'étude que tout le monde connaît, Eurostar, concernant les malades européens, EVAR 1, qui a été faite essentiellement aux États-Unis, DREAM, qui comportait des centres hollandais et belges, OVER, c'est l'étude des vétérans aux États-Unis, et en France, l'étude dirigée par Beckman et collaborateurs. Eh bien, au départ, ce fut l'euphorie suite aux premiers résultats, parce que la mortalité opératoire à J30 était de 1,8% versus 4,3%. Et les autres études sur de larges cohortes ont confirmé ces chiffres, cet écart 1,3% contre 3,7%. La mortalité opératoire chez les patients âgés de plus de 80 ans, par contre, grimpe à 9%. C'est finalement l'objet même de ma présence ici. L'exception française, eh bien, c'est l'étude ACE, dirigée par Beckman, où on voit que les complications liées à la chirurgie sont inférieures aux complications induites par les endoprothèses. Alors, il y a un biais, bien sûr, parce que cette étude a été faite et confiée à des centres universitaires, premièrement, et des centres privés de qualité. Donc, sans aucune flagornerie aucune, ça montre en tout cas que la chirurgie française est bien faite et bien enseignée. Il y eut ensuite l'étonnement. L'étonnement suite aux résultats secondaires. Eh bien, pour les décès toutes causes, on observe une convergence des courbes de survie à 2 ans pour EVAR 1 et OVER, et 1 an seulement pour l'étude de DREAM. Le bénéfice de EVAR sur la chirurgie ouverte est perdu en 2 à 4 ans. Concernant les décès liés à l'anévrisme, on observe une convergence des courbes de survie à 6 ans, et on s'est aperçu aussi que EVAR n'avait pas d'influence sur la durée de vie à long terme des patients très fragiles. Donc, le bénéfice n'est pas aussi important que ça. Mais surtout, il y a un taux de complications élevé dans le groupe EVAR, 9% versus 1,7% pour la chirurgie ouverte. Et enfin, tout cela induit un coût plus élevé, lié essentiellement aux réinterventions et à la surveillance. Ce tableau, uniquement pour attirer votre attention sur le fait que dans la chirurgie par endoprothèse, on a un taux de reprise chirurgicale qui est très élevé, qui atteint facilement les 20% et même souvent dépasse les 25%. Il y eut ensuite l'inquiétude. L'inquiétude suite aux résultats tardifs. Hogg et collaborateurs font état d'une augmentation du sac anévrismal de plus de 5 mm en 5 ans dans 21% des cas. Schanzer et Messina, ce n'est pas une étude prospective, c'est une analyse de base de données d'imagerie sur plus de 10 000 malades. Et ils ont constaté un élargissement du sac anévrismal de plus de 5 mm en 5 ans dans 41% des cas. Ils se sont, si j'ose dire, amusés à analyser le respect des instructions pour la pause. Et ils se sont aperçus que dans 58% des cas, celles-ci étaient faites en dehors des règles les plus strictes. Mais pire encore, dans 31% des cas, en dehors des règles les plus libérales.
Enfin, Sarac et collaborateurs, étudiant une population de patients présentant une endophyte de type 2, donc préexistante, ont constaté une augmentation du sac anévrismal de 55% dans 55% des cas. Qui dit augmentation du sac anévrismal dit grosse inquiétude sur l'avenir de cet anévrisme. Ce schéma emprunté au professeur Feugier pour montrer que les taux de complications suivant les endoprothèses vont chuter de façon très correcte jusqu'à la 2e année. Il y aura un plateau jusqu'à la 4e année et ensuite tout repart malheureusement à la hausse. Quel est le risque de rupture sur endoprothèse? Ce risque annuel est de l'ordre de 0,5 à 1%. Les causes en sont essentiellement les endophytes, surtout le type 1, 34%, le type 2 dont on a parlé tout à l'heure, le type 3, l'endotension. L'endotension, c'est on ne voit pas de fuite, mais il y a une tension à l'intérieur du sac anévrismal. L'infection, 5%, et j'attire votre attention sur le fait que dans 21% des cas, on ne retrouve pas d'anomalie ou d'augmentation du sac de l'anévrisme. Alors, si l'amélioration considérable du matériel permet de régler correctement les problèmes de migration, grâce au système d'identification qui ont fait beaucoup de progrès, le problème de l'évolution des calibres suisses et sous-jacents de l'aorte native persiste également le problème des fuites de type 2, mais surtout celui de l'endotension, qui est la véritable énergie sombre de notre spécialité, jusque-là mal comprise. Mais on pourra en discuter tout à l'heure. Et je vous rappelle que dans 41% des cas, on observe un élargissement du sac anévrismal. Donc, quels sont les avantages de la chirurgie ouverte? Eh bien, j'espère vous convaincre en vous disant que c'est une technique éprouvée, relativement simple, puisque dans plus de 70% des cas, un simple tube aorto-aortique est suffisant. Et l'ectasie iliaque que l'on peut observer et les petits anévrismes iliaques se sont avérés peu évolutifs dans le temps. C'est un traitement qui est sûr, sans risque d'endophyte. Quand on a mis le dernier point sur la coque anévrismale, eh bien, il n'y a plus d'endophyte, c'est fini. Le collet est pratiquement exempt d'évolution parce qu'il est suturé, sauf évolution globale massive de la maladie anévrismale. Le suivi en est simple, il est essentiellement clinique, échographique, et on fait un scanner uniquement s'il existe une mauvaise échogénicité de l'abdomen ou en cas d'évolution de la pathologie. Il existe une réduction considérable de l'irradiation et de l'injection de produits de contraste, et c'est un suivi qui est peu onéreux, sans avoir le fardeau d'une surveillance stricte et obligatoire. Les risques et les inconvénients de la chirurgie ouverte, bien, tout le monde s'en doute. Elle nécessite une anesthésie générale, une ouverture de la cavité abdominale, il y a des pertes sanguines, il y a un risque théorique de plaie de la veine cave inférieure et du duodénum, il y a les risques en rapport avec les suites de la laparotomie, éventration, adhérence, occlusion. Il y a bien sûr une morbimortalité périopératoire qui est plus élevée que pour les endoprothèses. Cependant, le taux de telles complications et celui de la mortalité reste bas dans la vie de tous les jours, à condition qu'il y ait un volume d'activité important. Et à propos de ce volume d'activité, Martin avait noté en 2010 que la mortalité globale était de 4,4% sur 300 000 patients, et que, je vous rappelle, que le taux de mortalité chez les octogénaires montait à 9%. Donc là, vraiment, il y a la justification, au-delà de 80 ans, de ne pas continuer la chirurgie, c'est évident. Rutherford a mis en évidence, a confirmé le fait que la mortalité globale après chirurgie reste stable dans le temps et que celle de dernière est relativement basse dans les centres qui pratiquent beaucoup d'interventions. Tsai notamment a fait une étude sur les taux de réadmission, pas que pour la chirurgie vasculaire, pour la chirurgie lourde. Et dans les centres de grosse activité, eh bien, il y a très peu de réadmission. Vogel est allé un peu plus loin en disant clairement que la mortalité post-opératoire était beaucoup plus basse dans les centres de gros volume. Et en fait, Maxi, quant à lui, il a différencié le volume d'activité et du chirurgien et du centre. Eh bien, les deux facteurs sont tous les deux indépendants, et même le facteur lié au chirurgien est plus important que celui lié au centre. C'est quand même une histoire d'homme. Les inconvénients des VAR, eh bien, tout le monde les connaît, je passerai rapidement sur les défauts structurels. Et pour passer rapidement au fait qu'à mon avis, l'exclusion, ça paraît une évidence, endovasculaire est un traitement qui est palliatif. Le sac anévrismal, il va régresser dans les meilleurs cas, mais il ne disparaît pas. Et finalement, on laisse en place une maladie inflammatoire. Bien que le matériel s'améliore, chaque modification
remet à zéro le compteur de l'évaluation dans la durée. Le suivi est source d'irradiation, d'injection de produits de contraste, et c'est une préoccupation à la fois pour le patient et son médecin. Il y a un coût qui est lié à la primo-implantation, le suivi et les reprises. Et de plus, il y a le problème de la perte de la formation des jeunes à la chirurgie. Et ça, c'est un petit peu dramatique parce que c'est une chirurgie classique, banale, qui est une chirurgie finalement de training pour les éventuelles complications qui, elles, sont véritablement qui sont parfois beaucoup plus difficiles à traiter. Il faut tempérer et améliorer ces résultats inquiétants parce que, en fait, beaucoup de problèmes sont résolus par l'endovasculaire. L'endophyte de type 2 n'est pas systématiquement associé à une rupture certaine. Il y a des études très contradictoires. Certaines qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Il y en a même une qui a montré que la mortalité chez les patients suivis porteurs d'une endoprothèse, d'une endophyte de type 2, avait des meilleurs résultats en termes de mortalité que les autres. Le biais, il est facile à comprendre, c'est parce que les autres, précisément, s'ils n'avaient pas d'endophyte, c'est qu'ils avaient des artères en plus mauvais état, donc un statut vasculaire beaucoup plus détérioré. On peut en discuter tout à l'heure dans la discussion, régler le problème de l'élargissement du sac anévrismal par des méthodes chirurgicales peu agressives. Et l'idée je pense qu'il faudrait s'imposer de faire respecter les instructions pour la pose et peut-être même de demander une réduction des indications les plus libérales de ces mêmes instructions auprès des firmes parce que leur but c'est de nous vendre du matériel, de nous dire que leurs matériels sont très performants et d'être parfois à la limite ce qui est raisonnable. Et il faut bien sûr, il faut le redire, respecter les recommandations liées à l'évaluation qui a été faite en 2009 par l'HES. Alors il y a de nouvelles prothèses qui sont prometteuses parce qu'elles permettent de fixer le problème des collets angulés, Anaconda, orthofixe, endurant. Il y a des prothèses dont le concept est très intéressant, c'est-à-dire que c'est celle de Nenix, par exemple, qui propose de mettre une prothèse en canon de fusil et on va remplir l'intérieur du sac anévrismal par un polymère sous le contrôle de la pression, ce qui fait que de cette image-là, on va passer à cette image-là. Donc, en conclusion, pour les patients qui sont âgés de moins de 80 ans, porteurs d'un anévrisme de l'aorte abdominale, on a le choix entre une mise à plat greffe et dans plus de 90% des cas, on met un terme définitif à cette pathologie, et une exclusion par endoprothèse. Vous et votre patient, finalement, êtes confrontés avec le suivi d'une nouvelle pathologie. Alors, quelle est la pertinence de ce que je raconte? En 2001, ben absolument, puisque les premières prothèses n'étaient pas sûres, il y avait des échecs liés au matériel. En 2007, c'était sûr aussi, parce que malgré l'amélioration des stents, il y avait de nombreux problèmes de migration du corps de prothèse. En 2015, ben, oui, mais il reste quand même ce problème des endophytes, source d'endotension, cette hernie génoire dont j'ai parlé tout à l'heure dans notre spécialité. Et que dire de 2020 et, sinon, qui aurait pu imaginer, il y a une trentaine d'années, qu'on puisse un jour traiter un anévrisme de l'aorte abdominale sans même réaliser une simple incision cutanée. Je vous remercie. Bien, je propose au Dr Jean Sabatier de commenter cette communication sur l'évolution de la chirurgie endovasculaire à 80 ans. Je pense que Patrick Moreau a bien résumé la vision qu'ont les chirurgiens vasculaires en France de l'évolution de la prise en charge des anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale, où il y a eu un certain engouement dans la technique au début des années 2000, au cours des années 2000, et où on s'est aperçu secondairement que cette technique, dont il bien sûr qui reste très efficace pour un grand nombre de patients, soit âgés, soit présentant des tares viscérales, soit présentant des très bonnes indications anatomiques, cette technique a aussi des inconvénients et il faut savoir revenir à la chirurgie ouverte pour certains de ces patients. Et je pense qu'il y a un autre élément qui est très important, c'est que, comme je vais vous en parler après, notre métier a été révolutionné ces 10 dernières années par l'endovasculaire et on se demande parfois si on est toujours chirurgien ou si on n'est pas radiologue interventionnel. Et je pense que pour la formation des jeunes chirurgiens, je sais que l'Académie s'intéresse aux jeunes chirurgiens et c'est très important que ces chirurgiens soient aussi formés à la chirurgie ouverte en chirurgie vasculaire et c'est important que cette chirurgie ne soit pas remplacée par la chirurgie endovasculaire.
Donc en tant que chirurgien vasculaire, je suis très content de cette évolution pour la chirurgie aortique. François Dubois, vous avez parlé des mérites respectifs de la chirurgie endovasculaire et de la chirurgie ouverte. J'ai l'impression qu'on peut également poser des prothèses par voie laparoscopique. Alors c'est un troisième versant. C'est un troisième versant qui n'est qu'une faible alternative parce que c'est une chirurgie qui est tellement technique qu'elle en devient peu reproductive. C'est-à-dire que c'est une chirurgie qui utilise la laparoscopie. Autant, si vous voulez, dans le domaine de la chirurgie digestive, ça a été une révolution pour vous, autant pour nous, il faut quand même avouer, concéder que c'est sinon un échec. En tout cas, ce n'est pas applicable à tout le monde. Et tous les chirurgiens qui sont là, nous sommes tous, un jour ou l'autre, essayés à cette chirurgie laparoscopique. Et en dehors de quelques artistes parisiens et bordelais, c'est quand même quelque chose qui est très difficile et très honnêtement, passablement dangereux. Ça rallonge le temps opératoire et on peut être rapidement confronté avec des catastrophes. Et ça n'a pas eu la diffusion que ça aurait pu avoir. Non. Très honnêtement, je pense qu'on peut faire la litière de cet édit-là. Alors pour le robot, exactement. Pour le robot, c'est tout à fait vrai, parce que actuellement, notamment l'école strasbourgeoise, est en train de travailler sur la chirurgie robotique, et il faut dire que la chirurgie laparoscopique, grâce au robot, a repris de belles couleurs. Et ça, c'est vrai, je le reconnais volontiers. Pas d'autres questions. Bon. Donc,